Donc, bonjour à tout le monde. Merci de participer en effet à ce webinaire puisque vous êtes suffisamment nombreux pour voir qu'il y a un intérêt sur le sujet de la commotion et du carton bleu. On parlera à deux voix avec le docteur Gadea qui a en charge le carton bleu au niveau de la Ligue Sud. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des informations pratiques sur l'organisation et le suivi du carton bleu au niveau des clubs, mais aussi faire un petit rappel sur ce que c'est la commotion cérébrale, puisqu'on s'aperçoit que on a souvent des confusions, et c'était pour essayer de clarifier cette situation. Donc, quand on a un doute sur une commotion cérébrale, eh bien, il faut aller chercher un certain nombre de signes que vous pouvez retrouver sur la vidéo, le slide qui est devant vous. On a parlé de signes principaux, mais en fait, les signes principaux, ce sont des signes qui sont relativement évidents, qui ne vont pas apporter de sujet à confusion. Ce qui est sûr, c'est que dans la commotion cérébrale, il faut qu'il y ait un moment, et on reviendra dessus, un contact de la tête avec quelque chose. Et derrière, on va avoir un certain nombre d'éléments, juste de façon très synthétique. Le cerveau, c'est du câble électrique avec de la chimie, et la commotion, pardon, n'est que le résultat de ce dysfonctionnement. Donc on va avoir des signes principaux à partir du moment où on a un contact, qui vont de la convulsion, de la perte de connaissance, des troubles de l'équilibre, une coordination qui n'est pas adaptée, une désorganisation, une désorientation, une coordination altérée. La perte de connaissance que l'on souvent on fait l'erreur de penser que la commotion est égale à une perte de connaissance est extrêmement rare. C'est moins de 10% des commotions cérébrales. Donc on va avoir ces signes principaux et derrière on va avoir d'autres signes qui sont plus liés au comportement, qui sont toujours le résultat d'un dysfonctionnement cérébral, qui vont des yeux hagards, changement d'humeur, irritabilité, donc, on va en voir aussi sur la photo derrière. Ce sont tout un ensemble de signes qui vont nous permettre d'évoquer la commotion cérébrale et qui d'ores et déjà nous permettent d'imaginer que la commotion cérébrale, eh bien, elle peut présenter des signes immédiatement, mais des signes retardés. Donc, les symptômes qu'on va pouvoir trouver, qu'on va pouvoir rechercher, eh bien, c'est un joueur qui va rester allongé, immobile, qui va mettre du temps à se relever, qui va présenter des maux de tête, des vertiges, une sensation de pression, une impression d'avoir un flou visuel, d'avoir des nausées, les vomissements. Mais les nausées, des fois, sont des signes que l'on voit facilement, que l'on voit par contre, pardon, plus difficilement que les vomissements. Une fatigue anormale, on a l'impression d'être dans le brouillard, une sensibilité à la lumière, au bruit, une confusion, se tient la tête. Des événements dans le jeu qui vont nous paraître pas adaptés à la situation. Donc, ces signes, vous voyez on les reprend un peu de façon exhaustive. C'est juste pour que vous compreniez que, en fait, les symptômes sont très divers et variés, pardon. C'est pas juste, j'ai un impact à la tête, je tombe, je suis dans le coma ou je suis KO, j'ai donc une commotion. Donc, vous voyez que c'est un tas de faisceaux d'arguments et pour prendre des signes comme la nausée, une fatigue anormale, une confusion, ce sont des choses qui peuvent venir dans un second temps. Donc, il est très important de se rappeler qu'un impact à la tête peut entraîner une commotion, mais peut entraîner des signes retardés. Alors, à l'instant, on peut avoir ce qu'on appelle le MADOC, qu'on utilise régulièrement. Ce sont des questions très précises qui vont nous permettre d'évaluer, sachant qu'un MADOC peut être tout à fait normal, mais n'élimine pas de façon formelle une commotion. Mais par contre, quand il est anormal, on peut considérer de façon formelle qu'il y a une commotion. Ce sont des questions très simples qu'on va pouvoir poser si on a le doute ou si on a quelque chose qui ne nous semble pas bien. Quel stade sommes-nous à quel mi-temps? Qui a marqué le dernier? Contre quelle équipe avez-vous joué? Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match? Ce sont des questions très simples que l'on va pouvoir poser aux joueurs. Et si on a une réponse négative, eh bien on considère qu'on a une commotion cérébrale, même si on n'a pas d'autres éléments. Alors,
Pourquoi c'est important d'identifier les commotions? Et on verra au fil de la présentation que ben, malheureusement, on peut passer à côté d'une commotion parce que vous avez vu que les signes sont variés. Ben, parce que le premier risque quand on laisse un joueur sur un terrain qui a une commotion cérébrale, c'est le syndrome du deuxième impact. Au moment du premier impact, on a dit qu'il y avait un désordre métabolique et neurologique qui allait se mettre en place au niveau du cerveau. Le risque, c'est de reprendre un impact sur ce premier impact. Et là, on va démultiplier les risques de la commotion. Alors pourquoi on risque de prendre un syndrome du deuxième impact? Eh bien parce que déjà, quand on n'est plus à 100% de ses capacités physiques et cognitives, ben, on prend plus de risques parce qu'on est mal placé, parce qu'on va faire une erreur technique. Et donc, c'est très classique de laisser un joueur sur un terrain et d'avoir un syndrome du deuxième impact. La deuxième chose, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est à distance, on peut avoir ce que l'on appelle les syndromes post-commotion longs, avec des signes subjectifs qui vont être liés à de la fatigue excessive, pardon, des difficultés de concentration, toutes ces choses-là qui vont pouvoir entraîner des difficultés soit à l'école pour les gamins, soit au travail, soit dans votre vie familiale, puisqu'on peut aller jusqu'à des syndromes anxio-dépressifs, voire plus. Donc, on a derrière, sur les syndromes post-commotion longs, et ce ne sont pas, je dirais, les plus difficiles à diagnostiquer, puisque les joueurs vont être suivis et les critères sont relativement bien codifiés. Donc, et on en parlera, on a des délais de repos, mais ces délais peuvent bien évidemment évoluer en fonction de ce que l'on a derrière. Et enfin, le troisième risque que l'on fait encourir aux sportifs, c'est bien évidemment les lésions neurologiques à long terme. Alors, on a l'impression que c'est un sujet à la mode puisqu'on en parle en ce moment. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les commissions médicales au niveau de la Fédé et au niveau des ligues travaillent depuis très longtemps. On n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Mais effectivement, le risque, c'est à long terme d'avoir des lésions neurologiques. Donc, le principe du carton bleu, après, je laisserai la parole au docteur Gadea qui gère le carton bleu donc, au niveau de notre ligue. Eh bien, le principe du carton bleu, c'est de permettre à un officiel, et en particulier à l'arbitre au moment du match, s'il a un doute ou s'il a un signe ou s'il a des signes de commotion détectés, de sortir le joueur. Procédure simple, on a un doute, on met un carton bleu, ça va diminuer un certain nombre de discussions et ça va surtout protéger le joueur puisque à partir du moment où on sort le carton bleu, le joueur est extrait de la compétition ou du match et on verra le déroulé, il ne pourra pas revenir sur le terrain. Donc ce carton bleu, donc tout officiel de match, je ne rentre pas en détail, José le fera, tout officiel de match peut porter à la connaissance de l'arbitre une commotion, puisque vous avez vu que ce n'est pas forcément évident quand vous arbitrez, vous n'allez pas forcément voir à un moment quelque chose qui se passe sur le terrain ou une commotion. Eh bien, à partir du moment où vous avez soit des officiels de match, soit un encadrement, vous pouvez signaler un carton bleu. Donc l'encadrement technique peut décider aussi de sortir son joueur parce qu'il considère qu'il est carton bleu, qu'il est commotionné, pardon, et demander à ce qu'il soit déclaré en carton bleu. Je pense que c'est important quand un encadrement technique fait sortir un joueur parce qu'il considère qu'il est commotionné, de le signaler. Des fois, on fait sortir le joueur, on ne le déclare pas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le déclarer pour le faire entrer dans une procédure. Donc, le carton bleu entraîne quoi? Eh bien, on bloque la licence. Après la déclaration sur Oval, ça entraîne et ça impose un temps de repos, on reviendra dessus, qui va d'abord être un temps de repos complet avec une reprise progressive. Ça nécessite bien évidemment un bilan médical et de toute façon, le procès, jusqu'à un retour au jeu, le process est simple. À partir du moment où le carton bleu est déclaré,
le joueur est sous la responsabilité et l'autorité du corps médical, puisque c'est le corps médical qui fera le certificat médical final de levée de carton bleu. Mais l'intérêt, c'est que la licence est levée et le repos est obligatoire. Alors, là aussi, il faudra faire attention, puisque à partir du moment où la licence est levée, le joueur ne peut pas s'entraîner. Donc, qui est responsable dans le cadre de la commotion? Ben, on a cité tout le monde. D'abord le joueur. On a des fois des joueurs qui viennent à la consultation, qui attendent qu'on les déclare en carton bleu. Ils vous disent, j'ai pris un coup sur la tête, j'ai vu les étoiles, je suis resté sur le terrain. OK, ça peut passer inaperçu, mais il appartient déjà aux joueurs, même si on sait pourquoi certains joueurs ne se déclarent pas. Mais le premier responsable, c'est le joueur, à partir du moment où, bien évidemment, il est en capacité de se déclarer. On a marqué les familles aussi, puisqu'il peut arriver qu'on ait des pressions de famille sur leurs gamins de demande de levée de carton bleu, parce qu'il va y avoir une détection, une sélection ou autre, ça nous arrive. Donc, ça fait partie des gens qui sont responsables aussi de l'état de santé de leurs gamins. Les entraîneurs, les éducateurs, les référents fédéraux, l'encadrement médical, paramédical, les dirigeants, tout le monde, et les présidents aussi, puisque les présidents sont responsables de la santé de leurs joueurs, même s'ils délèguent cette responsabilité à leur encadrement. Donc, sortie immédiate et définitive du joueur, déclaration sur la plateforme Oval, connexion accessible. José va rentrer tout ça dans le détail. Je passe vite par un officiel de match, mais aussi par un administratif du club. Et on vous expliquera comment faire en cas de difficulté. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous considérez devoir déclarer un joueur en carton bleu, on aura toujours une solution à vous proposer. Elle est bien évidemment applicable, la procédure, en entraînement et en compétition. Euh, sur une première commotion, on distingue les moins de 19 et les plus de et les au-delà. Pourquoi? Parce que les délais sont différents. 23 jours minimum à partir du moment où on a déclenché un carton bleu, c'est 23 jours d'arrêt. Alors attention, il y en a qui nous disent j'ai eu une commotion au mois de juin, j'en ai une en septembre, donc c'est pas les mêmes. Vous savez que c'est cumulé. Il y a un arrêt complet de 8 jours. Sur les jeunes, il nous arrive aussi de les enlever de l'école. Pourquoi? Parce que tout ce qui va stimuler de façon excessive le cerveau, eh bien, est source de prolongation au niveau des symptômes. Donc, en fait, l'idée première, dès qu'on a un gamin qui a un carton bleu ou un sportif adulte, c'est de mettre le cerveau au repos et de les laisser récupérer avant de reprendre une phase de récupération. Donc, je vais laisser la main au docteur Gadea qui va reprendre un peu toute la procédure et vous donner les différents éléments. José, on t'entend pas. José, José, est-ce que tu nous entends? Parce que nous, on t'entend pas. Alors, excusez-nous, on essaye de les joindre pour leur dire.
Mireille, vous nous entendez parce que nous, on ne vous entend pas. Mireille, vous nous entendez? Par le portail ovale. Ah, c'était coupé. Excuse-nous, José, on n'a pas entendu. Le son? Le son était coupé quand José a pris la parole. Donc, en fait, toute sa partie, là, José, je suis désolée pour commencer. José, excuse-moi. Allez, vous nous entendez bien? Est-ce que là, on vous entend très bien. Parfait, bon, merci parfait. beaucoup. Désolé. Donc, je reviens au démarrage. Le carton bleu est un process qui est mis dans la poche de l'arbitre parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Lorsque l'arbitre, qui lui est témoin de ce qui se passe, a une suspicion de commotion cérébrale ou qu'on lui rapporte au niveau de l'encadrement une possible commotion, il ne fait pas de diagnostic de commotion, il met la main à la poche, il sort un carton bleu. Le carton bleu, ça va avec le carton rouge, le carton jaune, le carton blanc. C'est donc une autorisation donnée à l'arbitre de pouvoir placer le joueur, retirer le joueur du terrain. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Une fois que le carton bleu est mis, l'arbitre est allé sur son portail ovale, il a coché, il a ouvert le dossier du joueur et puis il a coché déclaration de carton bleu. Il va donc remplir les items qui permettent de déclarer le carton bleu. Le portail ovale émet automatiquement un mail à l'adresse donnée par le joueur, le même mail au secrétariat de son club, donc tout le monde est au courant, et il lui est expliqué les modalités de reprise, de levée du carton bleu. Pour ce faire, il devra renvoyer, remplir et signer les trois éléments du triptyque dont Jean-Jacques va nous parler. Et c'est à partir de là que celui qui est chargé de lever le carton bleu à la Ligue va réactiver le joueur. Les durées, vous les connaissez, 13 jours pour les plus de 19 ans, 23 jours pour les moins de 19 ans. Mais la question de la déclaration est importante. Si ça se passe dans un match qui n'est pas référencé par la FFR, l'arbitre n'a pas autorité, ou la personne qui va arbitrer, en particulier dans les plateaux chez les jeunes, n'a pas autorité pour mettre le carton bleu. Si ça se passe pendant l'entraînement, en principe, tout dirigeant a autorité pour mettre le carton bleu. C'est faux. Il faut être validé par la Fédération française de rugby, et c'est un petit peu logique, parce que tout le monde, même si c'est tracé, peut mettre un carton bleu, on risque d'ouvrir la porte à des magouilles. Donc, la fédération valide certaines personnes et les valide chaque année. En ce qui concerne notre ligue, nous en avons convenu déjà depuis un certain temps et ça fonctionne. Si dans un club, il y a un joueur qui est suspect de commotion cérébrale et qui n'a pas été déclaré par carton bleu, il vous est demandé de me contacter. Vous avez mon adresse mail et vous me contactez par mail ou par téléphone et je suis habilité, je place le joueur en carton bleu a posteriori, en commençant bien entendu par le J0, c'est-à-dire la date où la commotion s'est produite. S'il est 3 jours après, ça commence 3 jours avant, au moment où ça s'est produit. Le processus est exactement le même. Moi, je veux insister sur le fait qu'il y a tout à fait possibilité, si nous sommes tous cohérents et conscients que c'est à nous tous qu'il revient de protéger la santé de nos joueurs, il y a toujours possibilité de déclarer, même a posteriori, un carton bleu et donc de mettre à l'abri le joueur. Une fois que le carton bleu est déclaré et que le joueur est réactivé, eh bien, automatiquement, sa licence est remise en jeu. Est-ce que ça te paraît clair, Jean-Jacques? Alors, José, on donnera les coordonnées de la commission médicale en fin de présentation. Donc voilà pour le côté pratique, on y reviendra à la fin, mais ce qui est important, c'est ce qu'on a dit, c'est que vous avez toujours la possibilité de le déclarer, il n'y a pas de problème et on arrive toujours à s'arranger. On l'a évoqué, 23 jours pour les moins de 19,
avec un repos strict de 8 jours. Quand on dit un repos strict, c'est vraiment un repos strict. On essaye de les diminuer aussi au niveau de leurs écrans, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment tout ce qui va stimuler le cerveau de façon excessive. Les écrans, les ordinateurs, le bruit, les manifestations, les soirées, l'alcool, ceci, cela, on essaye de leur imposer de sortir et je vous dis, on va jusqu'à les enlever du milieu scolaire pendant quelques jours. Pourquoi? Parce que la concentration excessive entraîne un maintien de la désorganisation cérébrale. À partir de ce moment-là, on va leur faire ce que l'on appelle une reprise progressive du jeu et on verra, et ça c'est fait au niveau des clubs avec des paliers, en fait on va remettre le joueur en activité et il va augmenter d'intensité toutes les 24 heures avec à chaque fois un palier où on va lui demander un certain nombre de questions, on va lui demander comment il se comporte. Alors vous avez vu que là, on va être sur plutôt des signes subjectifs. Est-ce qu'il a mal à la tête? Est-ce qu'il a des fatigues excessives? Alors, de temps en temps, on nous pose la question, oui, mais s'il ne nous dit pas les choses, s'il ne dit pas les choses, il ne dit pas les choses. À un moment, on n'est pas dans le cerveau des gens. On est là pour les encadrer dans le cadre d'une procédure de reprise. Donc, on va augmenter et on va faire travailler le cerveau de plus en plus en remontant de l'intensité. Et à chaque fois que cette intensité, on va la faire monter, si ça se passe bien, on passera au palier supérieur. Donc ça, c'est 23 jours avec possibilité de reprendre le 24e jour. Et la reprise se fera via un certificat médical final qui stipulera précisément que le joueur n'est pas contre-indiqué à la reprise du rugby en compétition. Tout ça est envoyé à la Ligue et donc José se charge de lever le carton bleu et de rendre la licence aux joueurs et au club. Dans le cas d'une deuxième commotion, et c'est ce que je vous avais dit, la deuxième commotion dans les 12 derniers mois, on ne parle pas de saison. Si on en a une au mois de mai, qu'on en a une en septembre, on est dans les 12 derniers mois. On est sur la même procédure. Par contre, on passe à 42 jours. Et enfin, la troisième commotion, on est à 180 jours. Avec, je pense, mais ça, c'est pas dans les textes, quand un joueur de moins de 19 ans prend 3 commotions dans l'année, Okay. moi, je pense qu'il faut revoir la question, est-ce qu'il faut que ce joueur continue le rugby? Ouais. Ça nous paraît en tout cas légitime comme discussion à avoir et comme interrogation. Avec, au niveau de la troisième commotion, de façon systématique, on demande un avis de spécialité au niveau des neurochirurgiens. Un petit détail, pourquoi ces paliers progressifs? Bien parce que l'oxygénation du cerveau améliore la cicatrisation et le retour à la normale. La diminution du stress, des stimulations va permettre le processus de reset. Autrement dit, le cerveau se comporte un peu comme un ordinateur. Lorsque vous le mettez au repos, eh ben, il se réinitialise correctement. C'est pour ça qu'il est important de faire ces fameux paliers. Donc, au-delà de 19 ans, on passe à 12 jours, retour à la compétition au 13e. On est sur le même process, à savoir qu'on fait une reprise progressive toutes les 48 heures et on voit comment ça se place. Les reprises progressives se font dans les clubs, hein, bien sûr. Hein. Au-delà de 19 ans, sur la deuxième commotion, on est à 21 jours sans compétition et on fait le même process à partir de J8, si disparition des symptômes, on fait une reprise progressive. Troisième commotion, là aussi, on peut réfléchir à la question. Donc, on est à 90 jours, mais faut-il laisser un joueur sur le terrain quand il a fait 3 commotions cérébrales dans l'année? Sachant qu'à distance, voilà, on peut avoir des choses, mais c'est une vraie commotion, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, le protocole de reprise progressive du jeu, comme vous l'avez dit, comme vous l'a dit, il a changé de dire, excusez-nous, voilà. Comme vous l'a dit José, ça va se faire en étapes toutes les 24 heures, où on va réactiver le corps et on va augmenter l'intensité
pour oxygéner le cerveau et le remettre en action et favoriser la cicatrisation. Ça commence par des exercices tout simples, du jogging de 10 à 15 minutes, du vélo d'allure tout à fait faible à modérée, et on va augmenter à chaque fois et on va voir comment le joueur se comporte. Alors, comment il se comporte sur ses symptômes, mais aussi comment il se comporte dans son attitude. Est-ce que son attitude semble cohérente avec une reprise au jeu, ou est-ce on est sur un joueur qui est plutôt hésitant, qui se plaint, qui semble fatigué? À ce moment-là, c'est pareil, c'est des éléments subjectifs. Eh bien, on va redescendre de palier 24 heures, et tant que on n'a pas tous les éléments qui sont positifs. C'est pour ça que les délais 23 jours, 12 jours, ce sont des délais théoriques sous lesquels on ne descend pas, mais bien évidemment, on peut aller bien au-delà, y compris sur une première commotion. Actuellement, on en a un ou deux qui sont à plus de 2 mois, et ils ne vont pas reprendre de suite, et c'est la première commotion. Donc après, tout ça s'adapte en fonction, et c'est très important, l'action qui va se passer au niveau du club sur la reprise progressive du jeu. Donc le carton bleu, il a des objectifs, il a des objectifs et des avantages. Eh bien, il permet d'avoir d'abord une épidémiologie des commotions cérébrales. À partir du moment où on trace, eh bien, on sait, donc on peut en parler. Et le monde du rugby n'est pas en retard là-dessus, et on n'a pas à rougir des actions que l'on mène autour de la commotion cérébrale. Ça permet aussi de tracer l'histoire médicale et le passé des commotions du joueur. Et enfin, ça peut protéger le joueur à long terme, puisqu'à partir du moment où on a un process qui permet facilement de déclarer ce qui s'est passé avec un retour au jeu, on protège malgré tout le joueur de façon très structurée. Alors après, et là, mais je crois qu'il faut sortir du fantasme. Effectivement, le carton bleu, on l'entend, certains autorisent les plaintes de joueurs et des familles par méconnaissance du process plus facilement. Ben, il suffit de l'expliquer. Moi, je crois, et c'est un des messages moi, que je vais commencer à vous passer aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait les choses raisonnablement en notre âme et conscience, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ce type de procédure et de plainte qu'il pourrait y avoir. Et enfin, la responsabilité de chacun par une meilleure traçabilité. Donc, ça aussi, c'est important. Vas-y. Un petit mot, oui, à propos du carton bleu donné par l'arbitre. Moi, j'ai fait partie de la commission médicale nationale de la FFR, et il y a 4 ans, nous avons décidé de sacraliser la décision arbitrale. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucun risque de commotion, mais dès que l'arbitre a mis la main à la poche, qu'il a sorti le carton bleu, ça ne sert à rien de revenir pour les clubs ou pour les joueurs, de revenir sur la ligue pour que le carton bleu soit enlevé par qui que ce soit. La décision est sacralisée, c'est-à-dire qu'une fois que l'arbitre l'a saisie sur ovale, on ne peut pas, personne ne peut la retirer, personne ne peut la retirer, et donc toute procédure est vaine. On ne reviendra jamais sur cette décision arbitrale. Voilà, il faut que ça soit bien compris. Il vaut mieux être excessif, même s'il y a des arguments contre, plutôt que laisser la porte ouverte à des négociations et puis des arrangements entre amis. Donc, le document qui est envoyé, ben, vous devez le connaître. Il y a une première partie qui est remplie par le joueur, où il explique qu'il a fait sa reprise progressive du jeu, qu'il n'a pas bénéficié d'un certain nombre d'éléments, qu'il n'a pas eu de commotion les 12 derniers mois. La deuxième partie, c'est la partie médicale, où on va cocher la case correspondant en fonction de l'âge du patient. Donc, on l'a déjà vu. Donc ça, c'est les deux parties. C'est le document pour les plus de 19, c'est pareil, c'est le même principe. Ce qui est intéressant, c'est la troisième partie du document. Celle-là, ce sont les symptômes que l'on va chercher le jour où le joueur revient. Et ce qui est intéressant, c'est il y a beaucoup d'éléments, mais comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'éléments qui sont subjectifs. J'ai mal à la tête, ok. J'ai une impression de tête lourde.
Mal au cou, nausées, vertiges, ça on l'avait déjà vu. Mais vous voyez que dans la deuxième partie, je manque d'énergie, je me sens fatigué, j'ai l'impression d'être confus, d'avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, d'être plus irritable, plus triste. Vous voyez que ces éléments, c'est vraiment ce que moi je souhaite qu'on puisse vous passer aujourd'hui aussi. C'est très subjectif et il suffit d'avoir un oui à cette colonne pour que vous restiez carton bleu. Voilà, donc nous on les voit et c'est les éléments d'irritabilité, de troubles du sommeil qui sont des fois difficilement palpables, sont des signes de commotion cérébrale persistante et voire donc de post-commotion, de syndrome de commotion long. Donc, pour terminer, avant de passer aux questions, je voulais vous montrer juste comment on travaille. Là, on n'est pas dans le monde du rugby professionnel, mais une commotion, ça reste une commotion, même si l'intensité n'est pas la même. Mais je voulais qu'on vous montre comment on travaille dans le cadre de nos supervisions de matchs top 14, Pro D2 et matchs internationaux, sous l'autorité de la FFR et de World Rugby. C'est pour vous montrer que, en fait, une commotion, le message, c'est ça, c'est que c'est pas si facile et qu'il suffit pas d'attendre que le joueur ne bouge plus pour la déclarer. Vous voyez, quand on travaille, et c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est que quand on a un doute sur un joueur, alors déjà, il faut savoir qu'on a des vidéos, qu'on a des écrans et qu'on a plein de techniciens. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. Et on va avoir 5 temps qu'il va falloir qu'on étudie de façon très fine et qu'on va compartimenter. Le temps zéro, c'est ce qu'on avait dit en introduction, l'impact à la tête, bien évidemment, pour qu'il y ait une commotion. Il faut qu'il y ait un impact à la tête, quoique le whiplash, qui est un mouvement de flexion-extension que tout le monde a vu, est considéré comme une commotion cérébrale, puisqu'il va y avoir une décélération au niveau de la tête, ce que l'on mesure maintenant aussi avec les protège-dents connectés. On va avoir un deuxième temps qu'on va étudier, qui est le 0 à 2 secondes. La réaction immédiate. Comment le joueur va tomber? Est-ce qu'il va se protéger? Est-ce qu'il va y avoir un impact au niveau du sol? Donc, c'est le 0,2 secondes. On va faire un troisième temps qui va être le 3 à 7 secondes, la réaction différée. Est-ce qu'il va rester au sol? Est-ce qu'il va se protéger? Est-ce qu'il se tient la tête? Est-ce que tous ces éléments qui vont se situer dans un second temps? Et enfin, les deux derniers sont la remise sur pied. Donc, vous voyez que l'impact, il est passé. Potentiellement, l'action a continué. Le joueur a pu rester quelques secondes au sol. Eh bien, on va étudier comment il se remet. Est-ce qu'il va se relever normalement? Est-ce qu'il va remettre un pied au sol? Est-ce qu'il va avoir du mal à se relever? Ce sont des choses qui, doivent être étudiées pendant tout le process suspicion de commotion. Et enfin, la dernière phase, c'est la reprise du jeu. Et on va surveiller le joueur pour savoir si on considère qu'il a un comportement adapté au jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il se remet à sa position, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il évite le contact, est-ce qu'il se place pas bien. Donc tout ça pour vous dire que ce sont 5 démarches que l'on fait à partir du moment où on en a une commotion et pour vous dire que de temps en temps, l'arbitre qui est seul n'a pas tout ça et ne voit pas forcément tout ça, parce que ça va vite, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité et il faut accepter de temps en temps, comme le disait José, qu'il y ait des décisions par excès avec des éléments qui restent malgré tout très subjectifs. Alors là, et vous voyez tout ce que l'on recherche, alors on ne va pas le faire de façon exhaustive, tous les signes que l'on recherche à partir du moment où on a une suspicion d'impact, que ce soit en réponse immédiate, en réponse retardée. Et vous voyez qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'il se tient la tête? Est-ce qu'il rampe au sol? Est-ce qu'il fait un tripode de position? Est-ce qu'il a des soins médicaux plus d'une minute? Et sur le retour au jeu, vous voyez que vous avez des éléments comme retourne au sol une deuxième fois, ne participe pas au jeu, faible performance. Vous voyez que ce sont des éléments quand même très subjectifs, mais que l'on nous demande d'aller chercher. Donc, pour conclure, excusez-moi, je suis allé trop vite. Pour conclure, et je crois qu'il y a deux choses, c'est que c'est important de déclarer les suspicions de commotion en carton bleu.
que le doute exige toujours une prise en charge rapide et en tout cas, elle doit bénéficier aux joueurs. On a le droit de se tromper. Si on se trompe par excès, ce n'est jamais grave. Et vous avez vu que la commotion, c'est pas le chaos. C'est plein de choses qui vont se dérouler au fil de l'eau, au fil du temps. Nous, notre travail, c'est de les identifier à partir du moment où on les a déclarés. Ceux qui ne sont pas déclarés, ils présenteront potentiellement des signes qui seront très subjectifs. Un joueur, après un match, pendant la semaine, qui va avoir des difficultés d'endormissement, eh ben, c'est potentiellement une commotion. Comme elle n'a pas été déclarée, elle passera potentiellement sous les radars et le joueur prendra des risques supplémentaires. Donc voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire et on reste à votre disposition. Écoutez, parfait. Merci infiniment Jean-Jacques, merci José. Donc j'arrête le partage. On reprend la main auprès de Sophie. Sophie, alors est-ce que tu as des questions? Voilà, avec le micro, c'est mieux. Bonjour. Oui, j'ai des questions. La première, alors, elle me fait rire. On parle de joueurs. Quand on parle de joueurs avec un grand J, ça peut dire joueuse aussi? Oui, tout à Bien fait. sûr. Sachant qu'une particularité, Jean-Jacques, je prends la main, une particularité, il semblerait que, et c'est pas du sexisme, que la récupération du cerveau féminin soit un petit peu plus lente après commotion cérébrale que chez le garçon. Donc, il faut être encore plus attentif aux commotions cérébrales que chez les filles, parce qu'il y a une période de réparation qui est plus longue. Ouais, c'est peut-être parce qu'on avait trop de marge avant. Non, je rigole. Autre question, pardon. Que peuvent mettre en place les encadrants et les soignants dans les clubs pour anticiper, voire éviter les commotions? On me parle de renfort cervical, de mise en garde, de pédagogie. Alors moi, personnellement, alors déjà, on va enlever un fantasme, le casque, puisque c'est souvent invoqué. Le casque ne protège pas de la commotion, ça a été prouvé scientifiquement, ça protège des blessures, des plaies, mais pas de la commotion. Après, la prévention, c'est toujours pareil, c'est de l'information. C'est de l'information, elle est faite puisqu'on s'aperçoit quand même quand on étudie les commotions, l'origine des commotions, elle est souvent le résultat de fautes techniques. Donc, c'est l'apprentissage, c'est la sensibilisation, c'est toutes ces choses-là. Il y a maintenant du travail qui est fait sur le rachis cervical, le renforcement qu'on fait sur un certain nombre de catégories. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que on va améliorer le pronostic et la déclaration des commotions cérébrales. Oui, moi je rappellerais que on fait un énorme effort aujourd'hui à la Ligue pour former les éducateurs. Il y a vraiment, vraiment intérêt à suivre ces formations pour chacun, pour chaque éducateur, parce qu'il y a une formation qui est reprise sur le site de la FFR qui s'appelle Arcstad Bien Joué, qui a démontré son efficacité. C'est tout le travail de gainage, le travail axial, le travail de renforcement des muscles du cou qui permet de diminuer et les statistiques le prouvent, elles ont été, il y a des gros travaux qui ont été faits en Angleterre il y a 4-5 ans qui sont sortis et qui démontrent que plus les joueurs sont préparés en amont pendant l'entraînement au verrouillage, au gainage, moins il y a de commotion cérébrale. On fait diminuer chez les amateurs de 40% les commotions cérébrales lorsqu'on applique ces règles d'entraînement. Elles sont disponibles. Moi, j'encourage tout le monde à se former, que nos éducateurs, nos bénévoles se forment. Ça coûte pas très cher et les CTC sont là pour nous accompagner. Et c'est vraiment un plus dans la prise en charge des gamins et dans la prévention des commotions. Dernier point, le protège-dents protège la commotion cérébrale, en particulier chez les jeunes. Donc, autant le casque ne sert à rien, Jean-Jacques nous l'a dit, autant le protège-dents, lui, a prouvé son efficacité. Ok, merci beaucoup.
Ensuite, j'ai alors une question où il y en a une partie que je ne comprends pas. En plus du corps médical, existe-t-il des techniciens dans les clubs pour analyser les vidéos avec vous? Donc j'ai demandé qui étiez vous et j'ai pas la réponse parce que sans ça, on va être un peu embêté pour pouvoir répondre. C'est Virginie. Si tu peux nous dire, vous, c'est les docteurs, d'accord. Mais ils analysent. Enfin, je me trompe ou vous n'analysez pas les vidéos? Alors, si, on le fait, mais Ouais, on le fait en top 14 et en Pro D2. Il y a des relectures, mais ça veut dire que, et d'une, il faut les vidéos séquencées sur des suspicions de commotion. Et après, on peut tout à fait, au niveau de la ligue, si à un moment il y a des vidéos qui nécessitent d'être relues, travaillées, discutées, ça, on peut le faire. À l'instant T, en direct, c'est pas faisable parce que déjà, on n'a pas de vidéo. Que de deux, il faut quand même, je rappelle qu'en top 14, en Pro D2, on a 5 ou 6 caméras avec des angles différents et qu'on est sur de la relecture. Donc, pour répondre, on peut faire de la relecture, mais je pense que c'est plus à titre d'information et de sensibilisation et de formation. Mais pour lever un doute, c'est pas possible actuellement. j'ai quelqu'un qui demande si vous regardez les vidéos des matchs amateurs. Non. Ok. Euh, Je rajouterai un bémol. Euh, il est un fait que lorsque on a une déclaration a posteriori, moi il m'est arrivé, alors pour vous donner une idée, dans notre ligue, aujourd'hui on a 44 déclarations a posteriori depuis le début de la saison, ce qui n'est pas négligeable. D'accord? Donc, c'est que la sensibilisation au carton bleu, elle existe. Et concrètement, les joueurs sont de plus en plus protégés euh, par les clubs. Il y a une prise de conscience. Ça, c'est très positif. Donc, lorsqu'il y a une déclaration a posteriori, il m'est arrivé de recevoir la séquence de la commotion et de m'appuyer sur la séquence pour déclarer la commotion, sachant que lorsque j'ai un dirigeant qui me contacte pour déclarer un carton bleu, j'estime il serait complètement abusif de ma part de ne pas le croire et d'essayer d'avoir des preuves supplémentaires que je n'obtiendrai pas parce qu'on n'a pas les images, on n'est pas en top 14, on n'a pas les caméras, on n'a pas tout ça. Donc pour moi, je fais confiance. Lorsque un dirigeant me contacte en disant on a tel joueur je mets le joueur sous carton bleu. Voilà. d'accord. Est-ce qu'on doit diriger le joueur vers un centre hospitalier dès qu'on a une commotion cérébrale, ou est-ce qu'un médecin de famille peut déceler une commotion post-match? Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de les envoyer sur des centres hospitaliers. La déclaration peut être faite par un médecin de ville ou le médecin traitant, sachant que notre travail aussi est de sensibiliser la médecine de ville et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, on les reprend souvent. Moi, je vois, puisque je suis médecin à l'hôpital et je m'occupe de l'unité du sport de Toulon, quand c'est pas nous qui avons fait la première déclaration, on les revoit souvent, mais pas de façon obligatoire. C'est pas forcément nécessaire à partir du moment où ils vont bien et que le process s'est passé normalement. Oui, alors moi je rappelle qu'il y a une enquête, il y a eu un travail de thèse qui a été fait par David Broge, non c'est oui c'est David qui l'a fait à Toulouse, sur la pertinence du diagnostic de commotion cérébrale dans les services d'urgence à propos de 8 services d'urgence en France. Eh bien, il y a une confusion qui est faite entre le traumatisme crânien et la lésion cérébrale et la commotion. Jean-Jacques nous l'a dit, la commotion, c'est un désordre chimique
dans un contexte de connexion électrique. Ça, c'est la commotion cérébrale. Le traumatisme crânien, la lésion cérébrale, c'est un hématome physique, c'est-à-dire c'est un bleu, un épanchement sanguin à l'intérieur du crâne. Il peut y avoir une fracture du crâne. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a rien au scanner, rien à l'IRM, que le patient n'a pas de commotion cérébrale. Et envoyer quelqu'un systématiquement parce qu'il y a eu une perte de connaissance à l'hôpital, ça va pas rajouter quoi que ce soit au diagnostic. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est réveillé, à l'hôpital, on va lui faire une radio, voir un scanner, et on va dire, mais tout va bien, au revoir monsieur. Et si ce monsieur ne suit pas la procédure comme cela a été décrit par Jean-Jacques, ben, il y a des risques pour lui de santé. Voilà, il peut développer un syndrome commotionnel, post-commotionnel long, et ça devient grave. Ok. Pourquoi, à ce titre, puisqu'on disait que le protège-dents tout à l'heure était un moyen efficace de prévenir des commotions, pourquoi est-ce que le port du protège-dents n'est pas obligatoire chez des jeunes? Parce qu'il n'est pas encore. Bah, c'est une très bonne question. Et oui. Très bonne. Alors, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un protège-dents adapté, il faut avoir un protège-dents moulé spécifique fait par un dentiste, que ça coûte très cher, et que les gamins étant en croissance, si on leur colle un protège-dents adapté en fonction de la croissance, c'est un capital, enfin, c'est un investissement. Alors, la fédération, et je reviens à ma qualité de membre de la commission médicale nationale, on a débattu du sujet et on n'a pas rendu obligatoire, et on ne le rendra probablement pas obligatoire à cause de ce problème. À cause du coût. Et oui. Ok. Qui s'occupe de poser les questions du MADOC, l'arbitre ou les encadrants? Ça va être plutôt l'arbitre, puisque c'est lui qui va avoir un doute en première intention. Ça va être après l'encadrant, il a l'impression que son joueur va pas bien, il va potentiellement le faire sortir et lui poser des questions, et il peut les poser. Et là, effectivement, il verra si il est en capacité d'y répondre ou pas, et s'il n'est pas en capacité, eh bien à ce moment-là, il le déclarera auprès de l'arbitre. Mais en général, ça va être on va dire le premier sur le premier qui le suspecte. Donc, si c'est en entraînement, de toute façon, ça sera les encadrants. Et si ça survient un peu plus tard, est-ce qu'il faut qu'on transmette la liste des questions à poser aux familles? Non, en fait, le MADOC, la commotion, c'est un faisceau d'arguments. Ok. Comme je vous disais, on peut avoir un MADOC strictement normal et considérer que le joueur, il faut le sortir parce qu'il y a d'autres choses. Je pense pas qu'il appartient. La famille, je pense, sera plus sensibilisée à dire, je trouve que mon gamin, et c'est souvent comme ça que ça se passe, n'a pas un comportement normal, parce que ils vivent avec lui, que lui poser ce type de questions. Ce sont vraiment des questions qu'on va poser à l'instant T sur le terrain, déjà pour voir si quelque chose ne va pas. Mais un MADOC à distance n'a que peu de sens, puisqu'il serait forcément associé à d'autres symptômes qui ne relèvent pas forcément de ces questions-là. Ok. Au niveau responsabilité juridique, comment est-ce que ça se passe si le joueur n'a pas été déclaré carton bleu à la demande de son entraîneur parce que celui-ci avait peur pour son effectif? Alors que il n'a pas été déclaré carton bleu, alors le problème c'est est-ce qu'il a été identifié en carton bleu? S'il n'a pas été identifié en carton bleu, que le dirigeant voit que son joueur le fait sortir pour d'autres raisons, voire sorti pour le remplacer, et qui pense qu'il est carton bleu et qu'il ne le déclare pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que le dirigeant n'a pas fait son travail. Je pense que ça va même pas au-delà de la responsabilité juridique. On est dans l'éthique, là. Voilà. Je crois que dans l'éthique, c'est fondamental de bien faire la différence entre le légal et l'éthique, l'autoresponsabilité, le fait de se comporter en bon père de famille.
juridiquement, il n'y a aucune loi qui impose à qui que ce soit de sortir un joueur amateur d'un terrain lorsqu'il a une suspicion de commotion cérébrale. Donc, rassurons-nous, on ne sera jamais poursuivi quoi qu'il arrive. Enfin, c'est hors champ de la loi. Par contre, non, alors je pense que ça se complète d'une autre question qui est par expérience, hein, et en tant qu'éducateur, comment agir si on s'aperçoit qu'un joueur ou une joueuse du club adverse ne se sent pas bien et est désorienté. D'autant plus si le staff adverse ferme les yeux, car c'est un joueur ou une joueuse cadre de l'équipe. Alors, moi, je vais vous répondre. Là, c'est même plus le médecin qui va vous répondre. Chacun y verra comme on disait, sa responsabilité et l'éthique qu'il a à titre personnel. La première chose qu'il faut savoir, c'est que laisser un joueur commotionné sur le terrain, en dehors du fait qu'on lui fait prendre des risques, c'est que souvent, et on a des tas de vidéos, ils sont mauvais. Et vous pourrez regarder les vidéos de gens commotionnés qui sont restés sur des terrains de matchs nationaux ou internationaux. Il arrive très régulièrement que derrière, il y a un essai ou autre parce que le joueur n'est pas à sa place. Donc, laisser un joueur commotionné, c'est prendre un risque et techniquement, à mon avis, c'est une absurdité. Après, à un moment, mais ça nous arrive, moi, j'ai eu des kinés d'une autre équipe qui sont venus me voir en me disant ben, tiens, ce joueur en face, il n'est pas bien. Donc, là, la seule chose qu'on peut leur dire, si à un moment, une équipe adverse considère, c'est informer le staff. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on a le droit de se parler, est-ce que tu es sûr que, pourquoi? Ben parce que le doute bénéficie à tout le monde, et peut-être qu'à un moment, le staff d'en face n'a pas pris la dimension qu'un joueur n'allait pas bien, mais la chose que vous pouvez faire, c'est informer le staff en face en disant, je ne suis pas sûr que ton joueur soit pas commotionné, ceci, cela. Après, on est dans la vraie vie là, on est dans notre capacité à laisser des joueurs sur le terrain et Alors justement, si on est dans la vraie vie, est-ce qu'on peut pas aller voir le RF et lui signaler que dans l'équipe adverse, il y a quelqu'un qui a priori va pas bien? Par exemple, alors Jean-Jacques a dit le mot, il faut savoir se parler. C'est-à-dire que par expérience, le joueur est pas bien, il est de l'équipe adverse. Ben, si je dis à l'entraîneur adverse, ton joueur il est pas bien, que l'entraîneur me dit mais il reste parce que j'en ai besoin ou il ne me répond pas, je peux tout à fait en parler avec l'arbitre. C'est une responsabilité individuelle. On a un arbitre de touche, je peux dire la joueuse 12 bleue me semble pas bien. C'est de ma responsabilité, non pas de médecin, mais d'être humain. Mais voilà. Je veux protéger. Et si l'arbitre de touche communique avec l'arbitre de champ, je suis persuadé que cette joueuse va être regardée, elle sera sortie. Donc, ça nous appartient, c'est de notre devoir, et c'est un devoir éthique. Ce n'est pas un devoir médical. José, Sophie, Jean-Jacques, l'heure tourne. Alors, il y a des questions passionnantes, hein. Je vois Clément, notamment, peut-être vraiment une dernière question, puisqu'ensuite, le webinaire va s'arrêter. Et Clément nous disait, j'ai raté le début, donc je vais vous préciser comment retrouver la présentation. Peut-être, Sophie, la dernière question de Clément. C'est est-ce qu'on a une liste de médecins autorisés à la reprise du joueur sur la région PACA? Super. Alors, actuellement, à partir du moment où ils sont déclarés en carton bleu, c'est ce qu'on vous disait, il y a un certificat qui arrive à la Ligue et la licence, le carton bleu est levé, la licence est rendue. On est en train d'essayer d'avoir une liste exhaustive un petit peu des médecins qui seraient susceptibles d'eux. On ne l'a pas, sachant qu'il n'y a pas d'obligation. Juste, si vous êtes en difficulté, le docteur Gadea, quand il faut lever des commotions avec des éléments bien évidemment objectifs, peut se porter non pas volontaire mais disponible pour le faire. Donc c'est ce que je vous disais, on aura toujours une solution pour pas faire en sorte qu'un joueur reste sous carton bleu s'il ne l'est plus.
Parfait, merci beaucoup Jean-Jacques. Donc à l'écran, vous avez l'adresse mail de la commission médicale de la Ligue Sud de rugby. Donc c'est l'adresse mail unique pour solliciter donc le corps médical et la commission médicale. Donc vous avez l'adresse mail médicale@ligue-sud-ffr.fr. Donc ensuite, ici, vous avons mis peut-être Nadège, tu peux le remettre dans le chat. Ici, vous avez le lien du Padlet, donc du centre de ressources de la Ligue. Et si vous cliquez donc sur ce Padlet-là, sur le lien, vous allez retrouver ici, dans l'onglet du webinaire d'aujourd'hui, donc la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous descendez un petit peu la souris. Ici, vous avez la présentation d'aujourd'hui, commotion cérébrale et carton bleu. Vous pouvez télécharger à nouveau. Vous aurez le replay également du webinaire d'aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions auxquelles, malheureusement, Sophie, on n'a pas eu le temps de répondre, vous avez une petite croix ici, un petit plus, sous la présentation. Donc, je mets la souris ici. Vous cliquez, vous posez la question et le corps médical va être averti de la question posée et va pouvoir vous y répondre. Écoutez, je remercie encore à nouveau vraiment Jean-Jacques, José. C'est un sujet vraiment très intéressant. Je vois qu'il y a des remerciements dans les commentaires à renouveler et pourquoi pas tout au long de la saison avec les ajustements. Merci Sophie, merci Nadège et merci vraiment à tous de votre participation. Donc, prochain webinaire le mois prochain, vous serez avertis par les réseaux habituels et encore une bonne journée et protégez-vous toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.